actualité politique largement dominée par la guerre entre Israël et le Hamas. On va commenter tout cela avec Elisabeth Pinault, correspondante Reuters au Palais de l'Élysée, et Perrine Tarnot, directrice de l'information à Public Sénat. Bonjour et bienvenue à toutes les deux. Bonsoir, merci de nous avoir invités. Alors, je voudrais qu'on commence par ces propos de la Première ministre Elisabeth Borne, 24 heures après le début de cet embrasement au Proche-Orient. On a bien vu que le sujet divisait pas mal la classe politique française. Elisabeth Borne a dénoncé les ambiguïtés révoltantes d'une partie de la gauche. Je vous propose qu'on l'écoute. Aujourd'hui, le vrai clivage est là, entre les partisans de l'unité et ceux qui s'accommodent de la brutalisation de notre société. À l'extrême gauche, la violence verbale est assumée, la recherche du chaos revendiquée et les ambiguïtés révoltantes face au drame de ces dernières heures. Voilà, Elisabeth Pinault, ce message, il était adressé indirectement à la France Insoumise, le parti de Jean-Luc Mélenchon. De quoi Elisabeth Borne accuse-t-elle précisément le parti ? Je crois que la France Insoumise est accusée d'être trop ambiguë et trop douce dans sa réaction à ce qui s'est passé hier en Israël, est trop ambiguë. Donc, il y a une condamnation unanime face à elle de la part du gouvernement, de la part de la droite et d'une partie de la gauche. On a vu des personnalités socialistes comme Jérôme Guedj, comme Laurence Rossignol, révoltées par cette demi-mesure dans la réaction de la France Insoumise, qui est fidèle à sa position par rapport à la situation au Proche-Orient. C'est quelque chose qui n'est pas nouveau, mais qui, dans les circonstances dramatiques de ces dernières heures, prend une nouvelle dimension. Donc évidemment, cette actualité tellement grave s'importe en France, dans la classe politique française, et je pense que ça va ne faire qu'empirer dans les prochains jours. On va voir ce qui va se passer à l'Assemblée nationale, mardi pour les questions gouvernement par exemple. Mais bien sûr que dans un pays comme la France, où vit la plus grande communauté juive d'Europe, 500 000 personnes, et où vivent entre 3 et 5 millions de musulmans, comme selon les statistiques, évidemment que la gravité de cette actualité va faire parler et va avoir des répercussions dans la classe politique française. On va quand même citer les propos de Jean-Luc Mélenchon. C'était sur le réseau social X, anciennement Twitter. Il dit « Toute la violence déchaînée contre Israël et Gaza ne prouve qu'une chose, la violence ne produit et ne reproduit qu'elle-même. Le cessez-le-feu doit s'imposer, dit-il. Les peuples palestiniens et israéliens doivent pouvoir vivre côte à côte en paix et en sécurité. » Donc il prône effectivement cette solution à deux États. C'est une position qui est plutôt marginale par rapport au reste de la classe politique française. Oui, tout à l'heure, vous avez dit que la classe politique française était divisée. Non, je ne pense pas qu'elle soit divisée ce soir. C'est vraiment la France insoumise qui est totalement isolée sur cette position, qui apparaît aujourd'hui à l'heure du dernier bilan qu'on a. On a quand même 600 morts en Israël, une centaine d'otages aux mains du Hamas, un Français parmi les victimes et sans doute peut-être d'autres Français parmi les otages, des Américains également. La position de Jean-Luc Mélenchon et de la France insoumise apparaît aujourd'hui totalement irresponsable. Irresponsable au vu de la façon dont se sont déroulées les choses sur le sol israélien, avec des victimes qui ont quand même été tirées à bout portant, des femmes, des enfants, des personnes âgées, des hommes aussi. Mais en aucun cas, ce sont des forces armées qui se sont affrontées. Et donc cette irresponsabilité, elle peut-être sembler dire que dans un premier temps, peut-être que Jean-Luc Mélenchon n'a pas tout à fait pris la mesure de ce qui s'était passé en Israël. En tout cas, pour l'instant, il n'a pas rétropédalé. Il n'y a pas eu de mea culpa par rapport à cette position. Donc évidemment, j'ai pu écouter d'autres insoumis aujourd'hui s'exprimer et ils ont maintenu les propos. Ils ont dit notamment qu'Elisabeth Borne, aujourd'hui, dans le son là qu'on vient d'entendre, avait voulu diaboliser l'opposition politique à son gouvernement. Mais je pense que tout ça est complètement irresponsable par rapport à ce qui s'est passé en Israël et par rapport à ce qui risque de se passer dans les prochains jours, et notamment une région autour d'Israël qui risque de s'embraser. Vous parlez d'irresponsabilité. Est-ce qu'on peut pour autant faire à Jean-Luc Mélenchon le procès de l'antisémitisme ? Parce que ce sont les mots qu'a utilisés Elisabeth Borne. En tout cas, c'est un procès qui lui est fait depuis longtemps déjà. En tout cas, l'extrême gauche et la France insoumise en particulier attisent l'antisémitisme
l'antisionisme, l'antisémitisme. C'est une accusation qui a été proférée contre la France insoumise. Ils s'en défendent, mais c'est quelque chose que l'on rapproche de la hausse des actes antisémites qui a été mesurée bien avant les événements dramatiques de ces dernières 24 heures. Une hausse des actes antisémites ces dernières années, ces derniers mois. Et l'extrême gauche est très souvent montrée du doigt, notamment par son soutien à la cause palestinienne de longue date. Ça, c'est quelque chose qui peut fragiliser Jean-Luc Mélenchon en vue des européennes, ou voire même de la présidentielle. Alors, ce qui est certain, c'est que déjà, au sein de la NUPES, un accord à gauche que les Insoumis notamment espéraient peut-être encore et qui semblait déjà improbable, me semble totalement impossible ce soir. Ça, c'est certain. Donc déjà, un accord pour les élections européennes de juin prochain, bien entendu. Effectivement, on a entendu plusieurs députés, sénateurs de la NUPES. Vous avez cité Laurence Rossignol, Jérôme Gage, mais d'autres, y compris certains Verts, dénoncer la position des Insoumis. Et peut-être qu'effectivement, ça va faire imploser la NUPES. En tout cas, on va voir comment les positions des uns et des autres vont aller à l'Assemblée nationale. On a parlé des questions d'actualité mardi qui risquent d'être très tendues sur le sujet. Et possiblement, effectivement, c'est peut-être la fin de la NUPES. En tout cas, ça s'active sur le front diplomatique pour le président Emmanuel Macron. Alors, il s'est entretenu depuis 48 heures avec toutes sortes de personnalités. Le président israélien, le Premier ministre israélien, évidemment, le président égyptien aussi, Abdel Fattah al-Sisi, le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, et le Premier ministre libanais, Najib Mikati. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur la teneur de ces échanges ? Pour l'instant, non. Je pense qu'il faut garder mesure à tout point de vue. Déjà voir les faits, les choses changent d'heure en heure. Il y a une réunion du Conseil de sécurité aux Nations Unies. Rappelons que la France est membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Demain, il y a un séminaire gouvernemental à Hambourg, franco-allemand. Donc la question sera forcément abordée avec beaucoup d'acuité et d'attention. Je pense qu'à l'Élysée, on se garde bien d'avoir une position ferme et définitive, à part une condamnation, bien sûr, unanime et un soutien à Israël qui a été très clairement exprimé. D'ailleurs, je crois que la Tour Eiffel s'éteint ce soir à la demande de la mairie de Paris en soutien à toutes les victimes de tous bords. Je crois que c'était le message de la maire de Paris. Et je crois que voilà, il faut garder mesure politiquement actuellement et au plus haut niveau de l'État, agir au fur et à mesure et évidemment au niveau international, parce qu'évidemment, vous avez parlé des États-Unis dans votre sujet tout à l'heure, qui sont bien évidemment un élément clé, et puis tous les pays de la région, les choses évoluent d'heure en heure désormais. Alors, une autre conséquence sur le territoire français de cet embrasement au Proche-Orient, c'est évidemment le renforcement annoncé de la sécurité autour des synagogues et des écoles juives. Est-ce que la France est en train de se préparer au risque d'une importation du conflit par le biais d'attaques, d'attentats qui pourraient survenir dans les prochaines semaines, les prochains mois ? Effectivement, on se prépare, il faut toujours se préparer. Et au risque de contagion possible, est-ce que la rue arabe peut se déverser un petit peu aussi en France ? Ça, c'est effectivement un risque dont il faut se prémunir. C'était d'ailleurs, je pense, un peu le sens des paroles d'Elisabeth Borne et de son discours aujourd'hui à Bordeaux. C'est d'essayer d'éviter cette contagion. C'est pour ça aussi qu'elle a dénoncé si vivement les prises de position de la France insoumise, encore une fois, pour éviter effectivement que ça puisse déraper dans certains quartiers sensibles en France. Alors il y a un autre sujet important qui a fait la une de l'actualité cette semaine, c'est évidemment Emmanuel Macron et les réformes constitutionnelles. Emmanuel Macron pourra-t-il vraiment réformer la Constitution ? Il souhaite en tout cas la moderniser. Quelle révision souhaite-t-il pour commencer apporter ? Il a souhaité avant tout réformer les règles pour qu'on puisse organiser plus facilement un référendum en France. Alors un référendum, c'est demandé par la droite, c'est demandé par le Rassemblement national depuis longtemps, c'est même demandé parfois par la gauche. Voilà, consulter directement le peuple. Et d'ailleurs, les Français dans les sondages disent qu'ils veulent être consultés directement. Mais est-ce que cette réforme constitutionnelle ira au bout ?
rien n'est moins sûr, parce qu'on sait la difficulté qu'il faut pour réformer la Constitution en France. Il faut, ou un référendum, il faut que les 2/3 des parlementaires soient d'accord. Et dès son discours d'investiture de président du Sénat lundi dernier, Gérard Larcher a commencé par dire « Attention, on ne révise pas la Constitution aussi facilement que ça ». Et en plus, les conditions politiques sont particulièrement difficiles pour Emmanuel Macron ces temps-ci, puisqu'il n'a pas la majorité absolue et qu'il est quand même victime enfin, en tout cas, il est donc plutôt dans l'impopularité et le Parlement ne lui est pas vraiment favorable. Donc, Emmanuel Macron a voulu marquer le coup et dire qu'il était sensible à cette demande et qu'il voulait, lui aussi, en tant que président de la République, réformer la Constitution, ce qu'on cherchait à faire ses prédécesseurs avant lui, mais rappelons que la dernière réforme date de 2008, c'était quand même il y a assez longtemps. Je pense que c'est assez improbable, tout simplement parce qu'il n'a pas la majorité, qu'il faut une unanimité qu'il n'a pas actuellement. Perrine Ternaux, vous partagez cette analyse, réforme plutôt improbable de la Constitution ? C'est une façon pour lui de prendre un petit peu les oppositions aux mots. C'est-à-dire, vous voulez par exemple réformer l'article 11 de la Constitution pour pouvoir faire un référendum sur l'immigration. Vous voulez constitutionnaliser l'IVG. Ok, chiche, on y va. Vous voulez réformer le référendum d'initiative parlementaire. Ok, chiche, je vous propose d'y réfléchir et d'essayer de vous mettre d'accord. Mais comme effectivement l'a rappelé Elisabeth, il faut une majorité des 3/5 au Congrès, c'est-à-dire 3/5 des députés et des sénateurs. Pour l'instant, Emmanuel Macron est très très loin d'avoir cette majorité des 3/5. Donc effectivement, cela semble pour l'instant totalement impossible politiquement. Mais c'est vrai que tous les présidents de la République française aiment bien, c'est un peu l'acmé de la réforme, si vous voulez, la réforme de la Constitution. Donc c'est une façon de marquer un petit peu son nom dans le marbre de la Constitution française. C'est aussi évidemment une énorme victoire politique en général. Et on voit mal aujourd'hui les oppositions à Emmanuel Macron lui donner ce cadeau. Et alors, dernier point qui a fait en tout cas le tour des réseaux sociaux, cette image assez cocasse. La présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée, Mathilde Panot, a brandi devant les députés une fiole contenant des punaises de lit pour alerter les autorités sur ce problème qu'elle juge de santé publique. En 30 secondes chacune, bonne ou mauvaise idée ? Populiste et électoraliste. Populiste et électoraliste. Est-ce que ça a fait réagir au sein du gouvernement ? Bon, en tout cas, le gouvernement est conscient qu'il faut répondre à ce souci qui inquiète les Français. Crée la psychose. Voilà, oui, mais pourquoi vouloir renforcer cette psychose ? D'ailleurs, les punaises de lit ne sont pas apparues avant-hier. Là, je pense que la perspective des Jeux Olympiques et d'une exportation d'une mauvaise image de la France est aussi importante que l'angoisse que les Français pourraient ressentir face à cette invasion d'insectes qui ne date pas d'hier. Ça existe depuis plusieurs années à Paris. C'est quelque chose de connu. Voilà. Donc, bon, le gouvernement se saisit de l'idée et je pense qu'il y a un enjeu avec les Jeux Olympiques et le fait que le pays soit le premier pays touristique les Jeux Olympiques, au monde. Et ça sera le mot de la fin. Oui. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir été en direct avec nous.